Mais dans ma tête, c'est une autre voix qui est apparue et qui a dit aïe, aïe, regarde, cette gang-là vient d'inventer quelque chose. Cette gang-là, en collaboration, vient de lui donner un nom. Tous les employés capotent. Tout le monde nous trouve vraiment hot. Et toi, Cartier, t'as rien eu à voir là-dedans. Mission accomplie. Bienvenue à notre vidéo podcast qui entrevue des entrepreneurs du terroir québécois. On a avec nous aujourd'hui M. David Cartier de la compagnie Emballage Cartier, ou en fait Cartier tout simplement, Cartier l'emballage optimisé. Le vidéo podcast se nomme Meilleure finance, meilleur humain, meilleur monde. Je suis accompagné également par mon associé et co-animateur Normand Chadwick et mon nom est Tristan Laliberté. Je serai le facilitateur et l'animateur de cette rencontre. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis un conseiller financier et propriétaire d'un cabinet de services financiers qui donne des services à des gens comme David ou du moins des entrepreneurs de ton genre. Bienvenue David, merci beaucoup de nous accorder ce précieux temps aujourd'hui. Bonjour messieurs, un plaisir. Alors, je me proposais de lire ta bio rapidement, du moins une partie de ta bio pour mettre un peu la table et ensuite d'expliquer comment on t'a rencontré, puis on va partir avec ça. Alors, David, tu es né en 1972, tu as été, dès ton jeune âge, exposé au monde entrepreneurial. Après avoir poursuivi des études supérieures en sociologie, tu as rapidement été impliqué dans l'entreprise de ton père qui s'appelait Jean Cartier et qui était alors le propriétaire d'Emballage Jean Cartier, qui aujourd'hui a été raccourci et s'appelle tout simplement Cartier. En 2011, David et José, ta sœur, vous rachetez l'entreprise familiale et à pareille date, tout d'un coup, boum, tu deviens président de l'entreprise et directeur général à l'âge donc de 39 ans. J'arrête là pour maintenant dire un peu comment vous êtes rencontrés, Normand et toi. En fait, vous êtes tous deux des confrères de l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps dans un 5 à 7 avec plein de personnes de l'EEB. 5 à 7 qui était tenu sur tes lieux, David. Normand était pas mal ébloui de voir à quel point vous savez recevoir chez vous. Et tu donnais également une conférence à ce moment-là. C'est justement la partie où est-ce que tu tombes tout d'un coup président d'entreprise à 39 ans, dans toutes sortes de circonstances, avec un peu de bouleversement. J'aimerais que tu nous parles de ce moment-là en particulier, parce que du moins, ça l'a vraiment frappé et touché Normand là, à cette époque-là de ta vie. Ouais, ben écoute, c'est ça, c'est une entreprise familiale. Mon père a parti plusieurs autres entreprises, puis pour lui, c'était vraiment important que ses enfants prennent la relève. Tu sais, c'est peut-être pas le cas de tous les entrepreneurs, mais lui, on l'a senti, il a tout fait pour nous impliquer. À 14 ans, je pense, c'est actionnaire de l'entreprise. Puis, au moment où j'ai pris la présidence, lui, il a quitté, il nous a vendus, à moi, ma sœur et ma tante, et il s'est lancé dans un projet qui a pas bien fonctionné. Assez que, il s'est ramassé en faillite et en faillite personnelle. Et une des premières décisions d'affaires qu'on a eu à prendre, moi, ma sœur et ma tante à l'époque, ça a été de est-ce qu'on fusionne avec notre père pour le sauver ou si au contraire on le laisse partir en pensant qu'on ne pouvait pas sauver les entreprises. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a été une décision très, très, très difficile. On a laissé notre père faire faillite. Puis même s'il y avait un veto, il aurait pu fusionner les entreprises. Il ne l'a pas fait, sachant très bien il allait tout perdre. Donc, je prends la présidence d'emballage Jean Cartier à ce moment-là, pendant que Jean Cartier fait faillite. Imaginez-vous donc. C'était des années difficiles où on avait peut-être les 3, 4 dernières années, l'entreprise était rentable, mais on faisait de la décroissance. Donc, les gens étaient désengagés, beaucoup de roulement de personnel. Heureusement, on n'a pas vécu ça à cette époque-ci, là, où il y a une pénurie de main-d'œuvre. À ce moment-là, beaucoup de désengagement, beaucoup de roulement personnel. Et je prends la présidence et je rentre dans mon bureau la première journée, je ferme la porte, puis je vais m'asseoir à mon bureau et je me mets à pleurer, ne sachant vraiment pas où je m'en vais avec ça.
Puis, le premier discours que j'ai fait devant les employés en tant que président, ben, ça a été très vite de contenu. Ça a été, je ne sais pas où je m'en vais, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, l'entreprise ne va pas bien. Mais je pense que je veux me réaliser dans ce poste-là, puis j'ai le goût de me réaliser avec des gens qui veulent se réaliser. Êtes-vous avec moi? Et ben, la suite nous prouve que les gens ont été interpellés, puis il a fallu trouver où est-ce qu'on s'en allait à un moment donné, là. Mais au début, vraiment, j'ai eu l'aide de tout le monde. Hmm. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, dans le bureau, en train de pleurer ce jour-là? Ben, tu sais, l'entreprise était quand même, ça faisait peut-être une trentaine d'années que l'entreprise existait, peut-être plus, puis il y avait toujours eu beaucoup de succès. Ce qui me passait dans ma tête, ma sœur et ma tante avaient peut-être plus de solutions à leur vie. Si ça allait mal, les autres étaient prêts à vendre puis s'en aller. Moi, je ne savais pas quoi faire d'autre dans la vie. Ici depuis mon plus jeune âge, puis je savais pas c'était quoi ma vie. Puis je me disais, c'est impossible, on peut pas perdre ça, on peut pas vendre ça, qu'est-ce que je vais faire? Fait que c'était vraiment un gros sentiment d'urgence. J'ai découvert avec le temps que je suis bon dans ces moments-là. De zombies, des crises de verglas, des coronavirus. Pas que j'aime ça, mais je me débrouille bien là-dedans. Donc, j'avais un grand sentiment Hmm. d'urgence. Puis tu as découvert que finalement, tu étais un gars de crise. Tu étais le bon gars pour ce que la Ouais. vie te commandait de réaliser finalement. Ben, en fait, c'est à partir du moment où j'ai fait ce discours-là devant les employés, ben, ça n'a pas de régler grand-chose à part que là, je savais qu'il y avait du monde qui pouvait m'aider, mais ça appelait à d'autres actions. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, je vais arrêter de fumer. Ben, s'il dit à plus de monde possible, ben là, il commence à être plus imputable. Donc, j'étais dans cette position-là, là, il y avait une certaine imputabilité de c'est quoi la prochaine étape? Puis, ben, bien entendu, là, comme je dis, en regardant dans nos miroirs, on a trouvé les solutions. Hmm. Fait qu'on est en 2011, fait que là, c'est crise familiale, c'est rough, épouvantable pour ton père, forcément, pour vous autres aussi. On est 12 ans plus tard. Comment ça s'est déroulé? Tu sais, si on fait un fast-forward dans le temps, aujourd'hui versus 2011, l'entreprise, tu sais, à quel point elle a grossi, par exemple, tu sais, sans nous donner tous ses secrets, mais un peu quelques métriques qui nous permettraient de voir le rebondissement que vous avez réussi à accomplir. Ben, regarde, les métriques qui parlent, on va parler en termes de chiffre d'affaires, l'entreprise avait peut-être 35 millions de chiffre d'affaires. On était rentable, mais on était en décroissance au niveau des ventes. Peut-être une centaine d'employés. Euh, Maintenant, on est encore une centaine d'employés, on est 80 millions de chiffre d'affaires, puis on a deux succursales. On a fait l'acquisition d'une entreprise en Ontario l'année dernière, qui s'appelle Complete Packaging System. Donc, tout a bien fonctionné au niveau de la Ouais, croissance, puis on gère mieux, tu sais, bien entendu. c'est sûr, c'est sûr. Tu as fait des virements quand même assez spectaculaires là, au niveau de quand tu as repris l'entreprise de ton père versus ce que vous faites aujourd'hui. Tu as racheté ta sœur aussi, ta tante. Il y a eu des moments aussi avec tes employés, tu parlais tantôt ils ont décidé d'embarquer avec toi. Une franchise exceptionnelle, je pense que tu as fait preuve au niveau de ton discours. C'était quoi les étapes marquantes juste pour se rendre jusqu'à où on est aujourd'hui, là? Ben, en premier lieu, il a fallu, après ce fameux discours, il a fallu aller sur le terrain, puis se rapprocher des clients puis des gens de vente. Fait que j'étais président, directeur général, puis même directeur des ventes. Il n'y avait pas de directeur des ventes à ce moment-là. On est allé sur le terrain, puis même l'équipe de direction, on appelait ça Opération Charme. Il fallait se coller ses clients. Puis essayer de comprendre la dynamique là, de pourquoi. C'était des grands pourquoi, puis essayer vraiment de tout comprendre. Puis on est revenu dans des planifications stratégiques. Même on était accompagnés. C'est toujours important d'être accompagné dans des moments comme ça. La grande question, c'était c'est quoi notre unicité? C'est quoi qu'on amène comme valeur ajoutée au marché? Puis très rapidement, on s'est rendu compte, tu sais, mon père a parti d'une entreprise, au début, il vendait du papier de toilette, puis des produits sanitaires, puis après ça, les produits d'emballage sont arrivés. Emballage en quartier, c'était un genre de one-stop shop. Le modus operandi, c'était si le client en demande, on va en trouver. Donc, on s'est rendu facile, à un moment donné, rendu santé et sécurité, produits de manutention, un paquet d'affaires, ça n'en finissait plus.
Donc, quand on se pose la question, c'est quoi notre unicité? Puis on découvre rapidement que on est dans un marché d'acheteurs où les acheteurs nous demandent des produits qui sont des items qu'ils peuvent facilement mettre dans un fichier Excel. Et ils nous rencontrent à tour de rôle, nous et nos compétiteurs, qui ont exactement la même offre, qui se positionnent tous comme des one-stop shops. Donc, zéro valeur ajoutée, puis on engage des représentants qui s'en vont faire des prix pour des produits, qui font des listes. Puis des fois, on a une commande, des fois, on n'en a pas. Puis c'est un tour de toute la compétition. Alors, dans notre grand questionnement sur l'unicité, on a dit, ben, on n'y arrivera jamais. Ce sera jamais le plus gros one-stop shop. Il y a du monde qui ont des catalogues gros de même. Alors, on a décidé de se positionner comme un spécialiste en solutions d'emballage. Et ce positionnement-là, qui était au début peut-être juste marketing, là, utiliser ses camions, ses cartes d'affaires, ben, on s'est vraiment mis dans une position de le devenir. C'est quoi que ça fait un spécialiste? On s'est positionné comme ça, même à l'interne. On a changé le nom de l'entreprise, on a changé les façons de faire, l'approche au marché. On a rencontré nos employés un matin. On les accueillait à la porte, on leur serrait la main. Vous êtes bienvenus dans une nouvelle entreprise. On a sacré tous les murs à terre, on a changé de nom, on a mis en place, maintenant on a un laboratoire, mais tu sais, toutes ces choses-là, c'était pas prévu particulier, ça s'est tout positionné dans le temps, toujours dans le but de devenir un meilleur spécialiste. Fait que c'est pas mal les étapes importantes, il y en a plein, là, et c'est les étapes importantes qui ont fait qu'on a vraiment changé de... Moi, je dis que je suis passé de locataire de l'entreprise à mon père à propriétaire. S'assumer comme une relève qui fait main ses poignets. Justement, la relève, si tu me permets, moi, j'aimerais ça faire un petit back, un petit retour en arrière parce que tu as mentionné que pour ton père, c'était très important que les enfants soient impliqués dans la relève. En même temps, des études supérieures en sociologie, ça amène pas, on pense pas nécessairement au réflexe naturel que tu serais devenu la relève avec ce type de profil académique-là. C'était quoi le détour qui est arrivé ou la ligne directe qui est arrivée pour que tu puisses finalement arriver à la direction, puis actionnaire, puis président maintenant? Ben écoute, merci, t'es fin avec moi, là. On va y aller plus cru, là. Moi, à 18 ans, là, j'étais quasiment un petit bum, là. Mes parents s'arrachaient la tête puis se demandaient où est-ce que je finirais. Ma mère me disait, tu vas finir vidangeur. Elle me menaçait de m'envoyer chez les frères quand j'étais au secondaire. Sociologie, ça n'a même pas été terminé, hein. Je me suis inscrit là-dedans parce que j'avais pas mes maths au cégep. OK. Je suis venu cogner à la porte pour dire à ma mère, as-tu une job en attendant? J'ai été, je pense, les 3, 4 premiers mois que j'ai travaillé dans une job en attendant, j'ai rien fait, je faisais assemblant, je faisais une ligue de jeux vidéo à Montréal, puis je faisais à croire que j'étais à tel entrepôt, parce que je m'occupais de la logistique, tu sais, j'étais jamais à job, tu sais. Je pense que je me suis fait congédier 3 fois. L'élément marquant, là, c'est que on m'a donné la logistique à m'occuper, qui était peut-être 6, 8 employés, et j'ai eu à congédier l'employé, le doyen des livreurs, qui était un grand leader négatif dans l'organisation. Puis à partir du moment où j'ai fait ça, c'est comme si je suis devenu imputable et responsable et sérieux. C'est là que vraiment là, j'ai commencé à lâcher le party puis à bâtir quelque chose. Puis j'ai été chanceux, là, j'ai trouvé un paquet de bons gars pour bâtir l'équipe. La compagnie était en croissance à ce moment-là. Puis on a bâti le meilleur département de logistique, là, c'était le meilleur département de la compagnie, là. Fait que j'avais comme une fierté. Puis après ça, tout ce que j'ai touché, c'est comme j'ai accepté là, que ouais, c'est ça que je vais faire dans ma vie. De réussir quelque chose pour un petit gars qui se fait toujours dire tu sais, moi je me valorisais être un con, là. Je faisais des niaiseries, puis me trouvais bien drôle. Mais là, j'ai trouvé une autre forme de valorisation à travers le travail. Ce que je trouve intéressant de ce que tu viens de dire, David, c'est peut-être moi qui fais des liens qui cherchent un peu loin, mais quand même, tu sais, tantôt quand tu parlais de ce qui se passait en 2011, tu pleures dans ton bureau, tu vas voir des employés, tu n'as pas trop grand-chose à leur dire, à part que, écoute, j'ai aucune idée où est-ce que tout ça s'en va, puis je sais pas comment faire pour me relever, mais j'ai besoin de votre aide. Puis tu as découvert que tu étais fort en gestion de crise.
Puis en même temps, tu viens de nous énoncer que le petit gars de 18 ans que tu étais, il était dans une crise un peu, il avait aucune idée où ce qui s'en allait, puis il n'y avait pas de direction, mais ce jour-là, tu as réussi à faire un revirement de vie personnelle. Est-ce que ça se peut que ça a été utilisé, tu sais, la crise personnelle qui était une genre de vieille crise d'adolescence, peut-être, là, tu sais, que tu parles d'un petit bum, un peu la mauvaise trajectoire, délinquance à la limite, puis tu t'es sorti toi-même de ça. Est-ce que c'est ça qui a aidé David en 2011? Ben, tu sais, je veux dire, on devient tous adultes à un moment donné. Il y en a pour qui ça a l'air plus simple que d'autres. Il y en a peut-être qui n'y arrivent pas non plus. Chacun trouve son chemin, mais c'est sûr que dans ce moment-là, là, quand j'ai congédié le gars, c'était top, là. J'ai 18-19 ans, le gars pèse 230 livres, s'il est un, moi, je pèse 120 livres, puis je pense, j'ai pas fini de muer, là. C'était, c'était toute une épreuve, mais ce qui est venu après m'a donné une force extraordinaire. J'ai découvert que j'étais bon pour m'appuyer sur l'équipe, de faire confiance aux gens, de m'entourer de gens meilleurs que moi. Bon, c'est un cliché, tu sais. Si t'es le plus intelligent dans la salle, change de salle. Je m'arrange tout le temps pour être le moins intelligent dans la salle. Je m'arrange pour être avec du monde qui sont plus intelligents que moi. L'équipe de la logistique qu'on a bâtie à cette époque-là, ben, c'était tous des professionnels. J'engageais des professionnels, j'engageais du monde qui amenait le département plus haut. Fait que quand je suis arrivé à la présidence en 2011, oui, j'étais démuni par rapport, j'avais pas toutes les réponses, mais mon premier point était, faut que j'aille l'équipe avec moi. Et ça, je l'ai senti rapidement. J'ai senti que l'équipe serait là, puis après ça, les solutions sont venues par elles-mêmes. Mm-hmm. De se rassembler puis tirer le meilleur du cerveau collectif, là, puis d'avoir une équipe qui était all-in pour t'aider. Ben, à ce moment-là aussi, j'avais fait pas mal d'autres départements. Là, entre le début de ma carrière dans l'entreprise puis 2011, ben, j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai toujours été très respectueux des employés. Puis, je connais les familles, je connais les enfants, les petits-enfants de ce monde-là. Là. C'est drôle, à cette heure, leurs fils ou leurs filles sont des employés qui travaillent avec eux autres. C'est vraiment drôle. Hmm. T'as parlais lancé de... une... Vas-y, Excuse. vas-y, Normand, je vais Tu te faire place. parlais, David, d'insuffler, en fait, tu as parlé de l'estime de soi là, dans ce que tu viens de raconter, de se donner confiance, de j'allais dire, aller au-delà de ce qu'on est habitué de faire, sortir des sentiers battus, mais tout ça à partir d'une fierté, d'une confiance qu'on se donne. Les gens chez vous, comment ça se traduit, ça? T'as su insuffler ça dans ton style de direction ou comment ça se traduit là, avec les employés que vous avez? Ben, on a des valeurs quand même super intéressantes en lien avec mes propres valeurs. Puis que c'est drôle, on a fait participer aussi les employés sur l'élaboration des valeurs dernièrement, puis on se rejoint. Moi, la fierté, c'est une grande valeur. Puis c'est drôle, cette valeur-là m'a été montrée par mon équipe de livraison, justement. Puis je peux vous donner une petite anecdote de fun, là. Vas-y, vas-y. Je suis dans un camion avec un de mes livreurs. On a une fin de semaine, on fait un déménagement. Puis on est sur le bord d'un stop, puis à côté, à droite, moi je suis côté passager, puis à côté à droite, il y a une madame qui fait du jardinage. Puis elle est penchée, puis on voit juste ses fesses. Fait que moi, pour être drôle avec mon livreur, ben je fais comme un petit gars de son temps. Mon livreur me dit, qu'est-ce que tu fais là, l'épais? Il dit, moi, il dit, je travaille avec le nom de la compagnie. Écrit ici, ça, sur le camion, je frotte le camion à tous les jours. Je suis fier de travailler pour toi. Puis toi, tu réduis notre travail à ça, puis ton nom, t'en es pas plus fier que ça. Et voici une leçon de la vie. J'avais effectivement une équipe de professionnels qui lavaient les camions, puis qui étaient toujours sharp. Il n'y avait jamais de plainte des clients. D'ailleurs, il n'y en a pas plus à cette heure. Jamais d'accident, équipe vraiment sharp. Fait que de travailler avec ces gars-là, puis d'avoir ce genre de leçons-là, moi j'ai découvert que la fierté, c'était un carburant. Puis j'ai amené ça à la grandeur de l'entreprise. Tu sais, quand quelqu'un est fier de quelque chose, on l'encourage. Puis ce moment-là, quand on est fier, qu'on
on vole quasiment, mais si tu as 3, 4 personnes alentour qui t'applaudissent, qui t'encouragent, fait que moi, je vois pas ça comme négatif, comme bien d'autres voient, de la fierté. Puis l'autre valeur importante, c'est la réalisation de soi. Dans mon organisation, là, on veut que les gens grandissent, puis on fait tout, tout, tout. J'ai été même surpris à quel point cette valeur-là est allée loin l'autre fois. Il y a un gars qui vient me voir puis qui dit moi, il faut que j'aille travailler ailleurs parce que ce que je veux faire dans la vie, je peux pas le faire chez vous, mais je vais être correct. Je vous le dis d'avance. Christy, il a fait passer les tests psychométriques, on a vu son CV avec lui, puis on lui a trouvé des entrevues. Fait que la réalisation de soi, ça peut être chez nous, ça peut être aussi ailleurs. Là. C'est des grands, grands carburants dans mon entreprise. Wow. Fait que tu as nommé ces deux valeurs-là qui ont sorti notamment de de l'exercice que vous avez fait là, autour de ça. Donc, fierté, réalisation de soi. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui ont sorti de cet exercice-là? Ouais, ben le respect, puis le respect, ben, tu sais, c'est large. Puis d'ailleurs, quand tu utilises des mots comme ça, mais dans tes valeurs, ça prend aussi des descriptions là, pour aller en arrière. Le respect, c'est Tout à tellement fait. large. Nous, le respect passe aussi par l'ouverture de la différence, quelle qu'elle soit. Moi, je suis dans une petite municipalité de campagne où on n'a pas vraiment vu dans les résidents ici, il n'y a pas tant de différence marquée. Moi, j'ai déjà voyagé en masse, j'ai déjà habité dans un autre pays. Je suis très, très ouvert à la différence, puis c'était important que mon équipe le soit. Puis je pensais travailler bien, bien fort là-dessus, puis finalement, il n'y a jamais eu vraiment d'enjeu, puis je travaille avec des gens complètement ouverts aux différences. On a aussi le travail d'équipe, puis l'innovation. C'est des choses. L'innovation, moi, je serais allé peut-être plus pour le plaisir comme valeur, puis mon équipe m'a convaincu d'aller vers l'innovation grâce, entre autres, au laboratoire, mais aussi la manière qu'on gère notre équipe. Ben, je C'est pense drôle. que sans avoir mis la valeur du plaisir, Normand lui a vraiment très bien senti dans votre 5 à 7 que ça fait partie je pense que celle-là, c'est le ciment qui est dans tes murs, là. Ouais, écoute, c'est la concrétisation de tout ça. On a une équipe très, très fière. Dans nos forces, faiblesses, opportunités, menaces qu'on fait à chaque année, on est toujours content de voir qu'une de nos forces, c'est savoir recevoir. Je pense que Normand, c'est ce que tu as vu. Écoute, on a eu un 5 à 7 magique, puis ça passe par l'implication des employés qui étaient bénévoles ce soir-là. Ben écoute, c'est vrai ce que tu viens de dire parce qu'on parle souvent des, comme tu viens de dire, des valeurs, des écrits sur les murs. Mais ce qui fait preuve de tout ça, c'est comment on le vit à l'intérieur de l'entreprise, ce que moi j'appelle les valeurs vivantes. Tu sais, puis quand on est arrivé chez toi, écoute, c'est impeccable, là. Les locaux sont impeccables. Les gens portent votre nom avec fierté, ça se voyait. Tout le monde qui s'impliquait lors de cette soirée-là avait un sourire dans le visage. C'est beau. C'est. Puis oui, c'était festif en même temps. Écoute, c'était vraiment plaisant d'avoir une entreprise comme la tienne qui vit pas juste ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait, là, tu sais. Tu parlais de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la diversité, ça? Tu nous as mentionné ça après entrevue, l'importance de la diversité chez toi. C'est à ça que tu faisais référence ou il y a d'autres éléments là-dedans? Ben, écoute, la diversité, à partir du moment où j'ai ouvert ça, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais certaines limites d'ouverture. Hein, tu sais, je suis celui qui prône diversité, principalement au niveau... ben, premièrement, je ne considère pas homme-femme comme une diversité. Donc, moi, j'ai été élevé dans une entreprise où les femmes avaient des postes de direction. Tu vois, ma mère, ma soeur, ma tante ou d'autres. Fait que je suis bien, bien chanceux. Je vais dans d'autres entreprises où déjà là, c'est un gros move là, de placer une femme dans un poste de direction. Fait que pour moi, ici, ça s'est réglé. Moi, j'avais beaucoup un enjeu avec la diversité ethnique dans le sens que je voyais mes parents ou d'autres mondes de cette génération-là être racistes peut-être par, euh, par manque d'information, mais d'avoir des réflexes racistes. Quand je vais dans une chambre de hockey, je vois du sexisme, je vois du racisme. Moi, j'ai décidé à un moment donné dans ma vie que je me battrais contre ça. Je me suis mis souvent dans des chicanes inutiles à essayer de convaincre le monde. Fait que je peux pas nécessairement porter ce drapeau-là pour aller manger des claques à la gueule. Mais dans mon entreprise, ça sera pas accepté, ça sera pas toléré. Et quand je dis que j'ai moi-même mes limites au niveau de l'ouverture, bon, les orientations sexuelles, ça va bien, l'ethnie, ça va bien.
Et puis là, ben, il arrive le fameux débat des transgenres, ces choses-là. Puis tu te dis, au début, voyons donc, c'est pas normal. Ben, j'ai un homme de 50 ans, puis je suis en train de me familiariser avec le sujet, puis ce que je veux faire, tu sais, c'est en savoir plus. Puis je peux te dire, là, 5 ans, j'étais complètement fermé à ça. Puis là, je suis en train d'accepter que c'est un phénomène normal dans notre société. Puis c'est le genre de discussion qu'on a sur l'heure du midi dans mon entreprise. Moi, j'adore quand ça vient sur le sujet, puis il y en a un qui se met à rire. Fait que, au lieu de me mettre en mode défensif et vouloir tout régler, je jase avec le monde, puis j'essaie d'ouvrir le débat de façon plus constructive. Écoute, la sociologie aura servi à ça. Probablement. Possiblement, il fallait bien qu'il y ait quelque chose de caché en dessous. Ah, ben, tu sais, j'ai pour m'en dire, c'est drôle parce que dans mon équipe de direction, à un moment donné, je les ai fait, c'était vraiment improvisé. Je suis arrivé avec un petit questionnaire que je les ai fait un matin. C'est quoi l'émission préférée de ton enfance? C'était quoi le repas que tu préférais quand tu étais jeune? Toutes sortes de questions comme ça en lien avec leur enfance. Et après ça, on a sorti les réponses, puis tout le monde aimait Goldorak, puis tout le monde avait bien aimé le Crab Dinner. Puis bon. Et là, j'ai dit, êtes-vous conscient qu'on a à peu près toute la même âge, qu'on a tous été élevés dans le même secteur, dans la même qualité de vie? Comment est-ce que vous pensez qu'on est capable de se réinventer? Comment est-ce qu'on est capable de se challenger si on a toute la même chaîne de pensée? Puis, c'est le fun parce que à cette heure, j'ai un comité de direction qui est un petit peu plus diversifié. Ben, avec le temps, on n'a pas sacré le monde dehors parce qu'il écoutait Goldorak, là. Mais j'ai vraiment un beau comité de direction diversifié, puis je le vois, puis je fais partie je suis sur des conseils d'administration, je suis sur des conseils consultatifs, et je le vois quand ne serait-ce juste un conseil consultatif à 5 hommes, rajoute 2 femmes et on vient de changer complètement, rajoute quelqu'un d'une autre génération, rajoute quelqu'un qui est né dans un autre pays, ou c'est merveilleux des différences de pensée là, quand tu trouves ça. Hmm. Tu parlais de l'innovation, David. Je suis allé dernièrement à une conférence sur l'innovation où on expliquait que le Québec est en retard sur le reste du Canada, que ça coûte de l'argent de ne pas innover finalement. On pense que ça coûte de l'argent d'innover, mais c'est encore plus cher de ne pas innover. Vous avez fait de quoi de vraiment fantastique là, dans votre entreprise avec votre laboratoire, entre autres, puis les solutions que vous avez développées pour vos clients. Peux-tu nous en parler un peu? Ouais, ben écoute, ça vient du fameux l'alignement de dire ben, on va être spécialiste en solutions d'emballage. Puis au début, ben, c'est peut-être plus juste marketing, hein, c'est plus écrit, c'est carte d'affaires que d'autres choses. Que là, on se questionne vraiment, ça fait quoi un spécialiste? Comment on pourrait vraiment aider nos clients à mieux emballer? Et là, on est allé voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Puis, on a vu qu'il existait des laboratoires d'essais, des gens qui font des tests sur comment, euh, comment ça va brasser à l'intérieur d'un camion, les vibrations à l'intérieur d'un avion, d'un train, changement de température, des chutes. Donc, on a compris qu'il y avait une association qui s'appelle, voyons, ça va me revenir. SICA? Safe Transit Association. Euh, Cette association-là font des tests et nous, on a dit comment on peut mettre ça en collaboration avec nos connaissances pour aider nos clients. Donc, on a décidé de s'ouvrir un lab et maintenant, on fait des tests, mais pas juste des tests, on optimise. C'est-à-dire qu'on prend mettons, le client emballe de la bière ou des meubles, whatever, on prend son emballage, on le teste chez nous, puis on trouve les failles et ensuite, on est capable de dire, ben, nous, on suggère d'emballer de cette façon-là. Fait que ça peut être pour réduire le matériel, hein, on est pro-environnement, on veut réduire le matériel, on veut mieux protéger le produit, parce qu'un produit qui n'est pas protégé se brise et nécessairement, on va l'envoyer dans un site d'enfouissement. Ça peut être pour aussi optimiser tout le processus d'emballage. Vous savez, quand on va visiter une entreprise, tous les processus de fabrication vont très, très bien. Tu arrives à l'emballage, puis c'est des lutins du Père Noël. Tu as 40 personnes qui tournent alentour des boîtes avec du tape, du ruban, tout. Donc, on peut optimiser toutes ces choses-là. Fait que ça vient on est allé voir ailleurs qu'est-ce qui se passait, puis on a amené notre petit ingrédient magique, là,
des choses qu'on avait accumulées là, de savoir à travers les années. Tu as dit, ça fait quelques fois que je capture, tu sais, on sait qu'on, en affaires, ce sont les bonnes questions qui éventuellement nous aident à avancer par en avant. Tu as dit tantôt, quelle est notre unicité? Je pense que c'était une question qui vous a habité un bout de temps. Ça fait quoi ça, un spécialiste? Tu viens de dire ça il y a quelques instants. Comment on peut aider nos clients à mieux emballer? On est toujours intéressé de savoir, à travers la carrière d'un entrepreneur, quelles sont les grandes questions qui l'ont aidé. Et c'est des questions qu'on pourrait poser à nos prochains invités également. Fait qu'on commence à avoir une belle banque de questions puissantes qui font sortir du jus, comme on dit. As-tu quelques questions à nous proposer ou une question clé que tu poses toujours soit à ton personnel ou à... Ben, écoute, la plus grande question, c'est pourquoi tu te lèves le matin, là? Je veux dire, moi, j'ai vécu là, une progression en tant qu'entrepreneur, là. Pourquoi je me levais le matin, c'était pour qu'on réalise un chiffre d'affaires et une profitabilité. C'était ça qu'on m'avait enseigné, parce que si tu réalises un chiffre d'affaires et une profitabilité, ben, t'es vu par tes pairs comme quelqu'un qui réussisse. Tu peux t'acheter un gros char, tu peux acheter une grosse maison. On veut, je voulais être le plus gros. Je me rappelle d'avoir dit à ma sœur et à ma tante, moi, je vais être le plus gros. Je veux qu'on achète nos compétiteurs pan-canadiens, puis dans 20 ans, il va rester juste nous autres, on va être en monopole. C'est plus ça pantoute. Pourquoi je fais ça le matin? Je veux qu'on change les choses. Moi, être entrepreneur, ma business, c'est un véhicule pour changer ce qui se passe alentour. On vend de l'emballage. Oui, il y a un profit, puis un chiffre d'affaires qui sort de ça, puis qui nous permettent d'aller plus loin, puis d'en faire plus. Moi, chaque client que j'aide à mieux emballer, ben, j'aide la planète. J'aide ces clients-là à aller plus loin. S'ils continuent après avec, ils inventent d'autres produits, puis on les aide encore. Fait qu'il y a vraiment une question de pourquoi tu fais ça? Puis moi, il y a vraiment besoin de pertinence. Mhm. Sinon, marquer dans le char, venir ici, juste pour regarder des. Wow! Il y a des années où on a fait des chiffres extraordinaires, j'ai pas eu de fun pendant tout. Des années où on n'a pas fait de chiffres, puis pour moi, on avançait. Tu sais. Puis, OK, fait que si je regarde, tu sais, tu as fait un bond exceptionnel, tu es passé d'une crise effrayante en 2011, catapulté dans le bureau du président. 2023, tout semble aller bien, vous avez une belle entreprise et tout ça. Si on se projetait un autre 12 ans dans le futur, où est-ce que tu aimerais que cette entreprise-là soit? Où est-ce que tu vois pour que tu sentes tu sais, ta vie personnelle à la limite et professionnelle pour dire que tu vas être satisfait de ta croissance, satisfait de ton progrès? Ben, écoute, Tristan, pour répondre à ta question, je vais faire un peu plus, me revenir dans le passé encore. Moi, j'ai vu mon père réussir dans la vie, puis, tu sais, mon père, c'est mon héros, là. C'est un gars qui est parti de rien dans le garage de son beau-père, puis, tu sais, son besoin d'entreprendre était noble, c'était de nourrir ses enfants, puis d'assurer un peu de confort à ses enfants, puis il est devenu plus gros que ce qu'il pensait. Cet homme-là, il est devenu, il aurait peut-être dû s'arrêter, c'est facile à dire, il aurait dû s'arrêter, il est embarqué dans d'autres projets, puis toute l'équipe, il était fatigué, puis c'est drôle parce qu'après la faillite, ça a été embolie, puis après ça, diagnostic d'Alzheimer, puis finalement, il en est décédé. Mais quand j'ai vu ça, moi, ce qu'on m'a appris dans la vie, c'est travail, travail, travail. Moi, je suis pas travaillant, je suis pas mal paresseux de nature. Et quand j'ai vu ça, ça m'a comme donné, moi, j'étais président, là, puis je savais pas où je m'en allais, là, puis je pleurais à mon bureau, là. Et là, je me suis mis à travailler comme un malade, puis je suis devenu celui qui cale les chats. J'étais bon, là, tout le monde était en line-up devant mon bureau. David, on fait quoi? On va là, on va là, on va là. Je décidais de tout. Puis j'étais bon, puis ça allait bien. Mais quand j'ai vu mon père, la fin de mon père, j'ai dit, stop, c'est pas ça que je vais faire. Et là, le monde a commencé à venir dans mon bureau, puis j'ai dit, j'ai plus de réponse pour toi. Regarde ce qu'on va faire. Tu es intelligent, je te paye un bon salaire, tu es directeur des achats, tu es directeur du service technique, whatever. C'est toi qui vas prendre les décisions. Fait que je me suis comme appuyé sur les gens et je suis devenu la personne la moins utile aux opérations de mon organisation dans le but de faire autre chose de ma vie, de pas être pris en otage avec ma business.
Fait que je me suis retiré, j'ai donné le droit au monde de me sacrer dehors des meetings, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, à un moment donné, la planification stratégique. Monsieur le Président, il fait beau aujourd'hui, on vous suggère d'aller vous promener, c'est en planification stratégique. Je suis sorti. Fait que j'ai laissé le pouvoir, toutes les opérations aux gens, et là, me suis mis à faire autre chose. J'ai découvert que je suis rendu conférencier, je suis sur des conseils consultatifs, je coach d'autres entrepreneurs, même si je suis pas un coach, je challenge les entrepreneurs. J'ai un réseau extraordinaire, et par mon réseau, ben, je suis en contribution avec mon organisation. Je suis au bureau tous les jours, je suis la mascotte, je suis le porteur des valeurs, je suis le porteur de la mission, mais je ne travaille plus dans les opérations. Alors, j'arrive à ta question. L'année dernière, j'ai laissé aller 20% de mon organisation, mon équipe de direction. Ça fait 5 ans que je travaillais le dossier. Je suis pris j'ai des enfants qui ont 20 ans. Je suis pas comme mon père. Pour moi, c'est pas essentiel que ces enfants-là prennent la relève. Ils sont pas impliqués d'ailleurs dans l'entreprise. S'ils viennent à un moment donné, ils vont être bienvenus, mais c'est pas essentiel. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est de décider, est-ce que cette aventure-là, je veux qu'elle perdure ou non? J'ai assez de fun, puis de ce que je vois, c'est vraiment hot ce qu'on fait, ça me stimule, je veux que ça continue, puis l'équipe qui est en place sont stimulées. Donc, je les ai invités à mettre un peu d'argent dans l'entreprise, ils ont mis vraiment, c'était plus significatif, euh, pour avoir 20% de l'organisation, et je me donne 5 ans pour identifier une relève à l'intérieur de cette équipe-là ou ailleurs, pour tranquillement, moi, m'en aller peut-être plus sur le conseil d'administration d'organisation. Plus j'avance, moins je me sens en contribution dans l'entreprise. Donc, ça va être le temps de passer le flambeau. Moi, je vois Emballage Cartier comme étant, on a fait une acquisition l'année passée, je le vois comme une référence où quand quelqu'un va avoir un problème d'emballage, il va nous appeler. Mais c'est tellement large, l'emballage, qu'il va falloir avoir peut-être des hubs de spécialité ici et là. David, Les tests qu'on fait présentement avec un lab, ben, on va peut-être être capable de les faire virtuellement aussi. Tu sais, il y a ouais, toutes sortes de technologies qui sont là. ouais. David, je veux que tu reviennes sur David, il fait beau dehors, en plein conseil stratégique. Va donc prendre une marche, s'il te plaît. On se sent comment? On se sent humble ou on se sent all right, ça fonctionne? Ouais. Comment on se sent à ce moment-là? Ben, j'ai un bon exemple par rapport à ça. Dans ma volonté de vouloir responsabiliser les gens, puis de prendre action, puis de prendre les dossiers en main, ben, vraiment, il a fallu que je m'enlève des meetings, puis de quelque chose, puis de laisser le droit à l'erreur, puis de la place. Et à un moment donné, mon service technique invente quelque chose. Une invention là, qui va être brevetée. Là, et moi, je suis au courant de tout ça. C'est moi qui ai initié la rencontre avec un fournisseur. Finalement, on invente de quoi? Puis, je connais tout le projet par cœur. Puis, le marketing va donner un nom à ce projet-là. Et il y a un lancement, un jeudi soir, devant tous les employés. Le marketing arrive avec une présentation PowerPoint, puis ils disent, ils mettent toutes sortes d'ingrédients marketing, des teasers, tout. Puis là, ils finissent par dire, on a un employé qui va travailler 24 heures sur 24 chez nos clients. Un nouvel employé, c'est le meilleur atout. Tu sais, c'est un système de veille technologique qu'on installe ces machines qui peut nous envoyer des signaux à toutes les fois qu'il y a des arrêts. Donc, gros roulement de tambour, vous dire, on vous présente Jules. Et là, tout le monde capote. Jules, là, il y a un logo, il y a des petits stress balls, des casquettes, des chandails. Et tout le monde applaudit. Et moi, je suis là. Jules. Je l'apprends en même temps que tout le monde. Ça va s'appeler Jules. Dans ma tête, ça fait pas de sens. Pourquoi pas Monique? Là, tu sais, je voyais ça tellement plus big que ça. J'étais déçu. Et j'applaudissais vraiment avec un rire niaiseux. Mais dans ma tête, c'est une autre voix qui est apparue et qui a dit aïe, aïe. Regarde, cette gang-là vient d'inventer quelque chose. Cette gang-là, en collaboration, vient de donner un nom. Tous les employés capotent. Tout le monde nous trouve vraiment hot. Et toi, Cartier, tu n'as rien eu à voir là-dedans. Mission accomplie. Il va s'appeler Jules, puis ils vont l'aimer, Jules, puis ils vont le pousser, puis ça va marcher. Et là, je me suis mis à avoir un vrai sourire. Fait que ça a été un peu la même affaire la journée qu'ils m'ont dit, hey, David, fait beau dehors, va-t'en, parce que je sais que je prenais trop de place à cette planification stratégique-là. Je polarisais les discussions. Quand ils m'ont dit de sortir, j'étais comme, mon ego était un peu vexé.
Mais après ça, t'as réussi. T'as réussi, et maintenant, tu vas avoir du temps pour toi, puis ils n'ont plus besoin de toi. Exact, parce que dans le fond, c'est même toi qui leur avais dit de le faire. Fait que, tu Ah sais, ouais. c'est comme ils t'ont pris au mot, puis moi, je vois énormément de leadership dans ça, là. Ben, moi, je vois tellement moi, le premier, là, de présidents qui vont castrer leur équipe parce qu'ils ont une solution à tout, puis le pouvoir divin, là, c'est un cercle vicieux. Plus tu prends de la place, plus tu vas t'entourer de yes men, plus tu vas t'entourer de monde qui vont dire, t'es bon, David, t'es merveilleux, mais ton entreprise, elle grandira pas. Là. Hmm. J'ai des limites. Donc, l'entreprise, avant, vivait selon mes limites à moi, parce que je décidais tout. Là, les limites, c'est les limites de l'équipe. C'est pas mal plus large que moi. Hein. Fait que David, t'as passé le pouvoir à plein de monde, puis tu te ressais, puis tu acceptes même d'aller prendre une marche quand il fait beau soleil, puis qu'on dit d'aller prendre une marche. Fait que t'as vraiment entrepris de passer le pouvoir, puis de travailler à ton inutilité autant que possible. Tu as commencé à passer de la participation aussi, déjà un 20% de fait, puis tu travailles à la suite. Moi, je suis intéressé de savoir justement cette question-là d'embarquer en un bloc de 20%, comment tu t'y es pris, quels employés, qui ont été les professionnels impliqués pour t'aider là-dedans. C'est quelque chose qui me parle parce que c'est quelque chose que beaucoup d'autres personnes comme toi se questionnent actuellement. Écoute, moi, je trouve qu'il y a deux endroits où la majorité des entrepreneurs sont comme des chocs des pantoufles, là, sont tout mélangés. Là. Engager un DG, puis amener les gens dans l'actionnariat, là, c'est des affaires qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont la conception de penser, il faut que je sois 100% des actions, ou il faut que je décide de tout. Moi, j'ai réussi les deux. C'est vraiment pas facile, hein. Les DG, t'en engages un, puis ça marche pas, puis il faut que tu recommences. C'est pas parce que t'as eu un échec que ça marchera jamais. L'actionnariat, ça a été 5 ans. Je te jure, là, la première fois, là, je suis en planification stratégique, on est à Bromont, on est dans la suite de mon DG, puis on prend un cocktail après avoir fait un meeting de journée. Et je lance ça devant mes directeurs. Je dis, hey gang, on a un problème. Le problème, il s'appelle David Cartier, parce que si je meurs demain matin, c'est écrit dans mon testament que les gens qui vont devoir faire la suite vont devoir liquider l'entreprise au plus offrant. C'est ça qui est écrit dans mon testament. J'ai dit, moi, je regarde ça, puis je trouve que ça n'a pas d'allure parce qu'on travaille comme vraiment, là, on a été créatifs, on a mis de quoi en place d'extraordinaire, puis c'est juste parce que moi, mettons, je rentre dans un camion ou une crise cardiaque, whatever, c'est tout éteint. Fait que j'ai dit, il faut que je trouve un autre moyen de que l'entreprise me survive. Tu sais. Je lance ça. J'ai dit, seriez-vous intéressé à être actionnaire? Seriez-vous intéressé? Là, va-tu falloir payer les actions? Je dis, ah, moi, j'entends toutes sortes d'affaires que c'était bon que les gens, de façon significative, ils aillent voir le banquier, puis il y a plein de façons de le faire. Et fait que là, j'ai commencé, je les regarde toutes, puis embarque là-dessus, toi. Puis là, ils sont tous ensemble. Il y en a qui ont menti, il y en a qui ont dit la vérité, il y en a, amène-les tes actions, ça fait longtemps que je viens de l'acheter, puis, tu sais, dans l'équipe aussi, c'est pas tout le monde qui avait la même situation financière. Fait que je dis, OK, on va appeler ça le projet enveloppe jaune. C'est-à-dire, on met des documents dans une enveloppe jaune. La journée que je meurs, ben, tout le monde sait à quoi s'en tenir pour la pérennité de l'entreprise. Je peux pas écrire à mes exécuteurs testamentaires, vendez à une entreprise qui va assurer la pérennité. Ça marche pas. Ça prend une équipe, tu sais. Donc, je me suis entouré, on peut utiliser des noms? Oui. C'est toi qui décides, c'est ton vidéo podcast, c'est pas le nôtre. Je me suis entouré de fiscalistes KPMG. Puis aussi au niveau des avocats, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions parce qu'il existe plein de modèles. Hein. Ça a été avance, recul. Pendant ce temps-là, mon équipe de direction, il y a du monde qui sont partis, il y a du nouveau monde qui est arrivé. Puis à un moment donné, ben là, j'étais prête. Puis je me suis rendu compte qu'encore là, il y a du monde qui est HPL, il y en a d'autres qui n'avaient pas d'argent pendant tout. On a trouvé la bonne manière. C'était exactement moi ce que je voulais, mais il en existe plein d'autres façons. Là. Puis je m'étais comme donné un an, puis cette année-là, c'est dans 2 semaines, parce que ça fait un an.
Et la première année, la personne peut reprendre sa mise sans pénalité, puis sans tout le ratafia de rachat, là. Fait que je les ai toutes rencontrés il y a 2 semaines. Es-tu intéressé à continuer? Puis c'est drôle parce que la valeur de leur action avec l'acquisition qu'on a faite en Ontario, là, ça vaut à peu près 12 fois ce qu'ils ont payé. Ils veulent tout rester. Ouais, je pense que ça semble être la bonne décision à prendre. Je m'étais donné cette année-là, parce que je me disais, dans l'équipe, il y a peut-être quelqu'un qui ne fêtera pas. Puis c'est drôle parce qu'au début, quand j'ai fait l'offre, il y avait un directeur en place qui venait de commencer, puis finalement, il a quitté avant d'embarquer, puis ça a été une bonne affaire. Hmm. Combien de personnes sont actionnaires dans le bloc du 20%? C'est 8 personnes. Et 8 là-dedans, personnes. il y a le DG qui a un peu plus d'actions que les autres. Puis le DG, lui, a déjà signifié sa date de retraite dans 4 ans. Puis quand lui il quitte, ça déclenche les premiers rachats. C'est-à-dire que faut que le groupe le rachète, idéalement, le groupe, parce que je veux garder le 20%. Le 20% pour moi était significatif, puis c'est pas, c'est pas le chiffre exact parfait, mais je me disais, si un groupe a 20%, c'est plus facile d'aller racheter mes actions ou racheter ma succession, tandis que si on zéro, ils ne pourront jamais. Mhm. Fait que vous avez rédigé une convention d'actionnaire, j'imagine, David? Ouais. OK. Puis vous avez mis les protections en place s'il y avait des décès pour faciliter tout ça, ouais, donc. Ouais. OK. Avez-vous, je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux nous confier ce que vous avez fait, mais avez-vous passé par une fiducie d'employés pour mettre ça en place ou c'est une autre méthode qui était plus faite sur mesure pour vous? Ouais, c'était plus une autre méthode faite sur mesure. Écoute, là, c'est le genre de détails qui m'ont stimulé beaucoup pendant que je l'ai fait. Là, puis là, il faudrait que je relise tous les documents pour tout comprendre. Non, je comprends, je comprends. Mais là, on est en 2023, ça fait 5 ans que tu travailles là-dessus. Tu as toi-même été la succession de ton père. Tu as aussi acheté ta sœur et ta tante. Ça, cette première étape-là d'acheter sa sœur et sa tante, écoute, c'est des membres de la famille, hein. On sait des fois que ça peut être sensible. Mhm. Comment avez-vous vécu cette expérience-là à titre de propriétaire et à titre de fratrie? Comment ça s'est passé? Mhm. Bon, donc, José, c'est ma sœur, Luce, c'est ma tante. Au moment où je prends la présidence, Luce est déjà en phase-out. Elle a déjà signifié, moi, je vais prendre ma retraite. Donc, on la rachète selon les mêmes modalités qu'on avait racheté mon père puis ma mère. Fait que ça a été assez facile à ce niveau-là. Donc, après ça, on se retrouve 50-50, moi puis ma sœur. Ma sœur, c'est ma sœur aînée de 4 ans. C'est la fille qui avait toujours 100% dans ses notes à l'école. Moi, j'étais celui qui allait tenir le danger. La journée que j'ai pris la présidence, puis que je te vais dire à ma sœur, c'est beau, je prends la présidence, elle m'a donné un high five, elle a dit, David, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je vais t'appuyer. Donc, elle est directrice des finances, elle est analytique, elle est bleue à côté. J'ai dit, José, il va falloir que tu me laisses de la place. Ça sera pas dans le bleu que ça va se passer, ça va se passer dans le jaune. Ça sera pas toujours clean sweep. Ça va être des fois dans le rêve. Et c'est là qu'est parti le laboratoire, puis toutes les autres choses qui en sont suivies. Et José, elle avait des grandes questions personnelles. Elle avait fait, elle a mis en place le département des ressources humaines, des finances, puis de l'informatique. Puis elle a fait une méchante belle job pour monter ces départements-là. Mais elle n'a jamais été attirée par la clientèle, les produits, les solutions d'emballage, ces affaires-là. Elle avait des enfants, elle avait d'autres concerns. Puis, le laboratoire, quand ça a commencé, ça marchait pas. On se retrouvait toujours dans des comités de direction où moi puis José, on s'ostinait. Elle checkait la rentabilité de ça. Puis moi, je disais, ben non, ça va marcher, ça va marcher. Fait que l'équipe de direction était comme prise entre deux actionnaires qui s'entendaient pas. C'était simple, là, c'était pas, on se chicanait pas tant que ça. Mais ça finissait toujours dans mon bureau où elle disait, je le sais, j'ai encore été trop à droite. Puis finalement, elle s'est tannée tout ça. Puis ça l'a donné en même temps on a acheté un verger ensemble pour faire un vignoble et une cidrerie. Donc, José, à un moment donné, a dit, écoute, David, je me réalise pas du tout chez Emballage Cartier. J'aimerais me réaliser plus dans le projet du vignoble. Je donne ma démission comme directrice des finances. Et là, je dis, bah, OK, on avait déjà son bras droit qui était là pour la relever, fait que ça allait bien. Je dis, OK, le côté actionnariat, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, elle dit, je peux rester actionnaire, ça me dérange pas.
Ben, j'ai dit, moi, je vais aller investir ailleurs, je vais faire des acquisitions, fait que quelque part, je vais gambler avec ton argent. Tu es à l'aise avec ça? Ben, elle dit, j'aimerais mieux que tu me rachètes. Fait que ça s'est fait comme ça, super bien. Moi, j'ai jamais vécu ce que je vois dans d'autres entreprises de chicane par rapport à ça. Ma sœur, après ça, on s'est lancé dans le projet du vignoble, puis tu vois, on vient de le vendre d'après 12 ans, là, on vient de le vendre. On l'a rendu rentable, puis là, on vient de le vendre. Fait que ma sœur est à la retraite présentement, puis ça s'est toujours bien passé entre elle et moi. Félicitations, félicitations. On tire tranquillement à la fin, puis on veut pas abuser de ton temps, David. Moi, j'aimerais qu'on pose une question. Écoute, tu as commencé dans l'entreprise familiale quasiment à 14 ans. Tu mentionnais tantôt 18 ans, un jeune un peu qui se cherche. Puis aujourd'hui, j'entends énormément de sagesse, puis de leadership, puis de parcours là, dans tout ce que tu nous partages. Quel conseil aimerais-tu donner à David Cartier qui a à quelque part entre 14 et 18 ans? Et là, c'est difficile parce que j'ai un fils qui a 18 ans, puis j'ai deux autres enfants, mais celui qui a 18 ans, il a pas mal le même parcours que moi. Les conseils que je donne, ils les écoutent pas partout. Mais sur un pilon dernièrement, que ce soit avec les jeunes ou que ce soit avec les personnes qui ont plus d'expérience, je me rends compte que, je vais revenir à la valeur de la fierté. Hein. Je me rends compte que quand tu poses la question à un être humain, de quoi tu es fier de toi? Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de difficultés à trouver. Tu lui poses la question, de quoi tu as honte? C'est quoi les pires erreurs que tu as faites dans ta vie? Puis ils vont t'en sortir un roman. Quand tu lui demandes de quoi tu es fier, c'est quoi la dernière chose que tu es fier de toi? C'est dur. Puis un jeune de 18 ans qui fume du pot, puis qui tourne en rond, là, puis il y a très peu d'éléments de fierté. Il sait qu'il est pas à bonne place, il sait qu'il est en train de s'évader. Puis moi, je dirais, trouve des éléments pour être fier. Raccroche-toi à des petites affaires, des éléments de fierté, des petites victoires, puis bâtis là-dessus. Moi, c'est mon gaz dans la vie. Là. Puis les choses, plus tu vieillis, plus tu te rends compte, les choses qui te rendent fier de toi pour toi, pas fier de toi aux yeux des autres. Mm-hmm. Puis, Pas dans le regard des autres. non, c'est ça. Puis tu sais, mon gars, il est en train de rusher à faire un cours d'informatique en gestion de commerce au cégep, puis la semaine passée, il a eu 88 dans un petit test. Puis là, j'ai gratté. Es-tu fier de toi? T'as-tu eu par chance ton 88 ou parce que tu as travaillé? Ben, c'est parce que j'ai travaillé. All right. Et sois fier, tabarnouche. T'es capable de quelque chose. Je trouve qu'il y a un gros manque de confiance. Et pour les jeunes et pour bien du monde, les gens ont beaucoup de manque de confiance en eux, puis ça passe par célébrer nos fiertés, nos Hmm. victoires. Et puis aujourd'hui, dans quoi tu te développes encore? Je suis un cours au Collège des administrateurs de société pour être sur DCA. Ben, je suis déjà sur DCA, mais je vais aller chercher des outils. Puis je vais aller chercher le diplôme. Ça, je trouve ça, je compte dire ça à mon âge, hein, mais le diplôme peut m'ouvrir à me faire inviter sur d'autres conseils d'administration parce que plus tard, plus je vais avoir des cheveux gris, j'en aurai plus. C'est des choses qui peuvent m'intéresser. Puis je donne des conférences aussi. Ça, c'est des choses que j'avais bien peur parce que parler en public, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi. Normand, c'est pourquoi. Puis, puis là, ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que je veux grandir là-dedans. Justement, tu as une expérience que tu as vécue pendant une conférence où tu t'es révélé, où il y a eu un éclair ou comment on dit, un éclaircissement en tout cas, où les gens t'ont découvert puis ont découvert une force que tu avais. Tu peux nous raconter un peu ça, s'il te plaît? Ouais, ben écoute, en premier lieu, j'ai toujours de la difficulté à parler en public dû à un traumatisme, dû à les exposés oraux quand j'étais jeune. Là. J'ai vraiment fait une gaffe pendant un exposé, puis toute l'école a ri de moi. Fait que c'est resté. Puis en 2019, le gouvernement des chefs d'entreprise m'a demandé d'aller faire une conférence au G500, qui est leur grand colloque annuel de 2 jours où chaque conférencier vient parler pendant une demi-heure. Ce qui les intéressait dans mon parcours, c'était le thème, c'était être libre autrement. Puis ce qui les intéressait, c'est le fait que je m'étais dégagé complètement des opérations. Puis c'est là que je racontais
le monde peut me sortir dehors d'un meeting ou toutes sortes de choses comme ça. Puis, ben, quand on m'a demandé, je me suis mis à paniquer. J'ai dit oui, puis je me suis mis à stresser, puis j'ai pas dormi pendant 3 mois. Et je me suis pris un coach. J'ai bâti une belle conférence. Cette conférence-là très, très, très bien fonctionné. Assez que tout de suite dans la salle, là, dans les 2 journées qui ont suivi, j'étais le premier à embarquer en plus. Dans les 2 journées qui ont suivi, j'ai eu plein d'offres, dont une offre d'aller faire une conférence à Tahiti. Puis ensuite, ben, ça a déboulé. Puis, j'ai encore l'espèce de stress puis l'insomnie qui vient avec, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, là, ben, je parlais de fierté tantôt, c'est dans mes grandes fiertés, ça, là. Clairement, clairement. Mm. Écoute, il y a vraiment un dénominateur commun chez toi qui est oui, la fierté, mais le fait de s'appuyer, tu l'as dit un peu tantôt, j'essaie d'être dans une salle où il y a des gens qui sont encore plus intelligents que moi, mais de ne pas avoir cette gêne-là, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils, de s'appuyer pour se faire élever. Écoute, c'est une force incroyable qu'il y a chez toi, puis ça démontre un leadership aussi quand tu es capable de montrer aux gens, écoute, David Cartier, il le fait, tu es capable de le faire toi aussi, là. Ça doit être une source d'inspiration quand même là, pour les gens qui t'entourent. Est-ce que ça se traduit dans des témoignages ou comment tu reçois ça? Bon, ben, premièrement, là, tout n'est pas parfait, là. Non. Je suis un gars assez difficile quand je m'astine. Quand ça touche à des points sensibles dans mon organisation où je reviens, là, c'est facile de dire je me suis retiré des opérations, mais des fois je rentre dans les opérations, puis là, les gens me trouvent pas drôle. Puis là, des fois, il faut que je mesure, est-ce que je suis en train de servir les valeurs ou la mission d'organisation? Si oui, ben là, je ne démordrai pas, c'est ça ma job. Sinon, si je suis juste en train de fatiguer le monde, il faut que je trouve un moyen de me tasser. Oui, ben, moi, ma grosse paye par rapport à ça, c'est de voir les gens grandir. J'ai des relations avec des employés ici que tu sais, je les ai vus rentrer. Il y a un gars, il vendait des souliers dans un magasin de sport, puis il faisait une très bonne job. Puis il a commencé ici au service à la clientèle, puis après ça au ventes internes. Puis il est tout jeune, puis il est au développement des affaires dans l'organisation, puis c'est un champion. Puis après ça, j'ai quelqu'un qui était aux achats, puis est rendu chargé de compte majeur. J'ai quelqu'un qui était aux achats, qui est devenu adjoint de la direction. Il y en a plein, je pourrais t'en nommer une douzaine. Ça, pour moi, c'est les meilleurs témoignages, là, quand les gens l'ont pris, cet espace-là que j'ai laissé, là. Mhm. Hein? J'ai vraiment rien à ajouter. Moi, pour moi, là, je suis complet avec cette entrevue-là, David. Honnêtement, tu as vraiment couvert toutes tes. On pourrait jaser encore 1 heure de temps, certainement. Je me tannerais pas d'écouter le récit. J'aurais même envie, David, de te proposer un drôle de jeu. Pose-nous donc la question de la fin. La question de la fin. Ouais. Wow! Hey, ça, c'est fort. Euh, Pensez-vous que ça va bien aller? Quand vous regardez le nombre d'entreprises au Québec qui vont avoir un gros problème de reprenariat, là, pensez-vous que ça va bien aller, les gars? Hmm. Ce qui est intéressant de ta question est très interpellante. C'est pour ça qu'on a voulu te faire parler sur tu sais, tout ton projet de 20%, par exemple, puis ainsi de suite. Écoute, cette question-là, David, ça fait combien d'années que tu l'entends parler dans les journaux? Et Tu moi, sais, il y a tant de milliers ouais. d'entreprises qui vont changer de main. Tous les gars de relève se tournent les pouces, puis les gars d'M&A se tournent les pouces puis cherchent des deals. Là, on arrive pour de vrai à cette étape-là. Est-ce que ça va bien aller? Je pense que si les gens font comme toi, s'entourent et surtout ont l'humilité de commencer à se rendre inutile, d'une part, déléguer le pouvoir, d'autre part, déléguer l'expertise, déléguer les compétences, puis tu sais, de mettre de vraies mécaniques en cours de route, il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Mais le plus grand frein, c'est le même que toi, tu avais identifié. Dans ton cas, tu sais, le problème était David Cartier. Je te fais une citation de toi-même tantôt. Je pense que si chaque entrepreneur réalise que c'est un petit peu la même chose, mais avec un prénom puis un nom différent, c'est le début de quelque chose qui peut aller tout en douceur. Normand, qu'est-ce que tu aurais eu envie de répondre, toi, à sa Honnêtement, question?
Ouais, ben écoute, je rejoins beaucoup des points que tu viens de mentionner. En même temps, la recette, tu l'as dit, faut se préparer, faut parler d'avance. Tu sais, la pire chose qui peut arriver, c'est un événement qui vient tout dérouter. Tu sais, une perte d'autonomie, un décès prématuré, un changement dans la vie personnelle du dirigeant. Écoute, quand ça arrive trop à dernière minute comme ça ou qu'il n'y a pas eu de planification, c'est clair que les signes sont pas bons et que l'entreprise est vouée à être vendue à escompte ou carrément à s'éteindre. C'est pas ça. On est responsable. On aime, on veut assurer la pérennité de nos entreprises, la valeur que ça crée, les jobs que ça crée. Puis comme tu as dit tout à l'heure, on est fiers aussi de voir les gens se réaliser à travers leurs emplois, puis la création qu'ils amènent dans leurs emplois. Donc, faut réaliser que, tu l'as dit, il faut bien s'entourer, il faut le planifier d'avance. Il faut s'enlever la couronne de sur la tête qu'on est le seul maître et roi à bord. Impossible. Impossible. Et quand on reste avec cette couronne-là sur la tête trop longtemps, malheureusement, c'est là que le début de la fin arrive. Puis malheureusement, il peut être agonisant très, très, très longtemps, cette fin-là. Et il y a tellement de gens en entour qui ont des profils de repreneurs, puis la drive, puis le vouloir de le faire. Faut ouvrir nos horizons, faut être ouvert d'esprit, puis il faut surtout le mettre à l'agenda parce que tu le sais, on est tellement occupé si on le planifie pas. Si toi, à un moment donné, tu prends pas un temps d'arrêt pour dire comment je peux me rendre inutile à mon entreprise, puis qui je peux cibler pour le faire, ça arrive. Il y a personne qui va le faire à ta place, là. Donc, c'est des signaux qui doivent être continués de véhiculer, qu'on doit continuer de communiquer aux entrepreneurs, puis leur faire prendre leur destinée en main parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à leur place, là. Ouais, j'ajouterais le concept de les repreneurs sont pas nécessairement des enfants de la famille, des cousins ou des Ah, cousines. c'est clair. Je trouve que c'est quelque chose que le Québec a vécu, puis qui était beau, qui était nice. Mais à un moment donné, je vois que c'est un cul-de-sac à bien des endroits. J'ai déjà vu un cédant, comme on appelle, avec son fils de 45 ans. Il dit, il est pas prêt encore, il est pas prêt. Monsieur, il a 80 ans, son fils a 45 à peu près. Il est pas prêt, il sera jamais, là. Fait que, faut peut-être se tourner sur l'intrapreneurship. Des gens dans nos entreprises qui, si on les favorise comme on favoriserait un fils, un gel successoral ou toutes des techniques que vous connaissez plus que moi, Oui. il y en a des outils, hein. Il y en a des outils, puis il y a surtout plein de gens intelligents alentour qui ont tu sais, on parle souvent d'entrepreneuriat, tu viens de le dire, il y a l'intrapreneuriat aussi, puis il y a le repreneur. Et ça n'a pas été valorisé tant que ça, le repreneuriat au Québec, là. Mm. Et puis, écoute, il y a des entreprises magnifiques qui sont disposées à être reprises par des gens qui sont tout aussi motivés qu'un entrepreneur qui est parti de l'entreprise de zéro, là. À voir. Mais moi aussi, je confiance. Habituellement, on trouve des solutions. Tout à fait. David Cartier, merci beaucoup d'avoir passé toute cette heure-là avec nous. J'ai commencé la rencontre en disant qu'on cherche vraiment à créer des vidéos podcasts qui soient inspirants, intéressants pour les entrepreneurs du terroir québécois qui cherchent des réponses, qui cherchent des questions aussi, parce que tu as amené beaucoup de questions dans le meeting. Ça fait, écoute, on a eu ensemble exactement le type d'entrevue qu'on cherche à avoir. Si dans ton entourage, tu connais des gens qui sont tout comme toi, qui ont un parcours intéressant, que tu penses qu'ils devraient raconter ce parcours-là à d'autres entrepreneurs comme toi pour continuer à partager la sagesse, le savoir, ben on t'invite là, à les mettre sur notre chemin pour qu'ils viennent dans nos studios, si on peut dire. Et on espère que tu as passé du bon temps, toi aussi, que ça a eu de la valeur pour toi là, de passer cette heure-là en notre compagnie. Et encore une fois, un grand merci pour ta générosité. Plaisir partagé. Je me suis senti le moins intelligent du groupe à certains moments. Fait que c'est bon signe. C'est un bon mot de la fin, ça, David. Merci beaucoup. Merci. OK. All right.